Oh, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Raison et sentiment. Chapitre 1. La mort de Monsieur Dashwood. La nuit enveloppait Norland Park dans un silence pesant. À la lueur tremblante des bougies, Henry Dashwood gisait, le souffle court, le visage livide. À son chevet, sa femme lui tenait les mains, immobile, le regard embué de larmes. « John n'est-il pas encore arrivé ?» murmura-t-il. « Il sera là d'un moment à l'autre, mon bien-aimé, » répondit madame Dashwood avec douceur. Il soupira, la douleur crispant ses traits. « Nos filles, j'ai si peu laissé pour elles. » Son épouse tenta de le faire taire, mais il poursuivit d'une voix rauque. « Elinor veillera sur vous, mais assurez-vous qu'elle trouve un bon mari. Les hommes ici sont tellement sots. » Ils échangèrent un sourire fragile. Madame Dashwood murmura. « Marianne trouvera son héros de roman. Un poète romantique sans le sou, tant qu'elle l'aime. Et Margaret deviendra pirate, » conclut M. Dashwood avec malice. Sa femme voulut rire, mais un sanglot l'en empêcha. Sur ces entrefaites, un serviteur pénétra dans la pièce et annonça l'arrivée de John. Henry Dashwood serra la main de sa femme. « Laissez-moi lui parler seul. Oh, ma chère, comme vous m'avez rendu heureux. » Elle sortit en silence. John prit sa place. « Père !» Henry Dashwood rassembla ses forces. « Norland te revient tout entier. Je m'en réjouis pour toi et pour Fanny. Mais ta belle-mère et mes filles n'ont presque rien. Tu dois les aider. » John resta muet. « Promets-le-moi, » supplia Henry. « Je vous le promets, père. » Un apaisement passa sur le visage d'Henry. Puis sa respiration se fit courte et irrégulière. Pris de panique, John appela le médecin. Lorsqu'il revint, M. Dashwood s'était éteint. Chapitre 2. Une somme épineuse. Dans un quartier élégant de Londres, une calèche attendait, chargée de malles. Non loin de là, dans un boudoir raffiné, John Dashwood, vêtu de noir, demeurait pensif, tandis que son épouse Fanny ajustait sa tenue devant le miroir. Elle se tourna brusquement vers lui. « Qu'entendez-vous par les aider ?» Pris de court, John répondit. « Je pensais leur donner 3000 livres. Les intérêts leur assureraient ainsi un revenu convenable. » Fanny se figea, puis lança d'un ton sec. « Bien plus que convenable, en effet. » À Norland Park, Mrs. Dashwood rassemblait frénétiquement ses affaires. La chambre était en désordre, ses gestes précipités et ses joues baignées de larmes. « Être une simple visiteuse dans ma propre maison !» s'indigna-t-elle. Sa fille Elinor tenta de la calmer. « Nous n'avons nulle part où aller, maman. » Mais Mrs. Dashwood, furieuse, imaginait déjà l'arrivée de John et de sa femme, suivie d'une armée de parents prêts à les chasser. N'y tenant plus, elle s'effondra en sanglots. Elinor, douce mais ferme, promit de chercher une nouvelle maison et la pria d'endurer leur présence jusque-là. Pendant ce temps, Fanny et John quittaient Londres en voiture. Après un long silence, John proposa. « 1500 livres, alors. » Fanny répliqua aussitôt. « Quel frère ferait autant pour des demi-sœurs ?» Hésitant, John suggéra ensuite une rente annuelle, puis recula encore. 100 livres par an à leur mère, tant qu'elle vit. Mais si elle devait vivre plus de 15 ans, nous serions à sa merci. Les gens semblent toujours vivre éternellement lorsqu'il y a une rente à leur verser. Votre père n'imaginait sûrement rien de plus qu'un présent occasionnel. À nouveau, votre perspicacité vous donne raison, ma chère. 20 livres de temps en temps suffiront amplement à remplir ma promesse.
Et pourquoi 4 femmes auraient-elles besoin d'avantages? Pas de voiture, peu de domestiques, aucune réception. Elles seront parfaitement à leur aise, mon bien-aimé. Convaincu, John conclut. Nous leur enverrons quelques faisans à la saison de chasse. Votre père serait fier de vous, répondit Fanny avec un sourire approbateur. Chapitre 3. Un dîner pesant. Dans le grand salon de Norland, Marianne, penchée sur le piano, laissait couler une musique d'une tristesse poignante. Elinor s'arrêta sur le seuil. « Marianne, ne pourrais-tu pas jouer autre chose? Maman pleure depuis ce matin. » Sa sœur, absorbée dans sa douleur, feuilleta distraitement ce recueil de partitions et se mit à jouer un nouvel air, tout aussi lugubre que le précédent. « Je voulais dire quelque chose de moins funèbre, ma chère, » soupira Elinor. Comme Marianne faisait la sourde oreille, Elinor baissa la tête et sortit dans le parc. Au pied d'un grand chêne, elle leva les yeux vers une cabane. « Margaret, descends, je t'en prie. John et Fanny vont arriver d'une minute à l'autre. »« Pourquoi viennent-ils vivre ici ?» demanda la voix boudeuse de l'enfant. « Parce que les maisons passent de père en fils, » expliqua Elinor patiemment. « La loi le veut ainsi. Si tu viens à la maison, nous pourrons admirer ton atlas. »« Ce n'est plus le mien, » répliqua Margaret avec amertume. Elinor battit en retraite et descendit aux cuisines où les domestiques étaient rassemblés. « Je suis au regret de vous annoncer que nous cherchons un nouveau foyer, » annonça-t-elle avec peine. « Lorsque nous partirons, seuls Thomas et Betsy nous accompagneront. » Puis elle ajouta d'un ton d'excuse. « Nous sommes certaines que la nouvelle Mrs. Dashwood sera une maîtresse juste et généreuse. » John et Fanny arrivèrent plus tard dans l'après-midi. À peine Fanny eut-elle posé le pied sur le sol de Norland qu'elle se mit à parcourir le domaine, multipliant les remarques sur la conservation des lieux. Mrs. Dashwood la salua avec froideur et se garda de tout commentaire. Le soir venu, la famille se retrouva à dîner, à l'exception de Margaret, qui semblait s'être volatilisée. À la lueur des chandelles, Betsy servait en silence. On n'entendait que John mastiquer bruyamment. De sa chaise, Marianne foudroyait Fanny du regard, tandis que Mrs. Dashwood se tenait droite, digne dans sa douleur. Elinor tenta de maintenir la paix. « Comment se porte Mrs. Ferrars » s'enquit-elle. « À merveille, » répondit Fanny avec une politesse feinte. « Robert est avec elle à Londres. C'est le célibataire le plus en vue de la saison. » D'un geste hautain, elle refusa le potage que lui proposait Betsy. Elinor poursuivit. « Vous avez 2 frères, n'est-ce pas ?»« En effet. Édouard, l'aîné, nous rejoindra bientôt de Plymouth. » Mrs. Dashwood échangea un regard appuyé avec Elinor. John s'empressa d'ajouter « Si cela vous convient, bien sûr. » Sa belle-mère répondit fébrilement. « Mon cher John, vous êtes désormais maître en ces lieux. » Chapitre 4. Edward Ferrars. Le lendemain matin, Marianne trouva Elinor occupée à soigneusement emballer de petits paquets. « Fanny cherche la clé de l'argenterie, » lança-t-elle sèchement. « Betsy doit l'avoir sur elle, » répondit Elinor calmement. « Elle souhaite sans doute faire un inventaire. »« Elle veut surtout s'assurer que nous ne lui volions rien, » répliqua Marianne farouchement. Ce disant, elle s'approcha de la table. « Que fais-tu là » Elinor leva les yeux. « Ce sont des cadeaux pour les domestiques. As-tu vu Margaret? Elle semble introuvable. »« Quelle chance elle a !» soupira Marianne. « Elle peut au moins échapper à Fanny. » Peu après, elles gagnèrent la salle à manger. Fanny s'y trouvait déjà et glissa d'une voix mielleuse. « Mon frère Edward arrivera demain. Je pensais lui offrir la chambre de Margaret. La vue y est incomparable. » Marianne, ulcérée, claqua sa tasse sur la table et lança un regard courroucé à Elinor. Un peu plus tard, dans la chambre de Margaret, Elinor et Marianne s'affairaient à retirer ses jouets éparpillés. « Quelle femme insupportable !» s'exclama Marianne bouillonnante. Elinor soupira et, d'une voix lasse, répondit « Il n'y a qu'une consolation. Si Édouard est semblable à Fanny, nous serons bien heureuses de quitter cette maison. » Pendant ce temps, au bout de l'allée de gravier qui menait à la demeure, un cavalier approchait d'un pas tranquille. C'était Edward Ferrars. Ses traits étaient beaux, mais semblaient trahir une certaine gravité, alors qu'il contemplait la façade élégante de Norland Park.
Lorsqu'il pénétra dans le salon, la lumière douce du matin baignait la pièce. Tout le monde était réuni, à l'exception de Margaret qui, comme toujours, manquait à l'appel. Fanny le présenta avec une emphase qui sembla l'embarrasser au plus haut point, mais il s'inclina respectueusement devant Mrs. Dashwood et ses 2 filles. Marianne lui lança d'un ton faussement innocent. « Comment trouvez-vous votre vue, monsieur Ferrars ?» Elinor, inquiète, jeta un regard appuyé à Edward, qui répondit néanmoins avec amabilité. « Elle est splendide. Vos écuries sont d'une élégance remarquable, Mrs. Dashwood. » Fanny le reprit d'un ton irrité. « Les écuries ? Edward, vos fenêtres donnent sur le lac. » Son frère eut un léger sourire. « Une erreur d'inattention, Fanny. On m'a conduit dans la mauvaise chambre. J'ai rectifié la situation et je suis désormais confortablement installé dans les appartements d'invités. » À ces mots, Marianne et Elinor échangèrent un regard de surprise, tandis que Mrs. Dashwood adressait un sourire chaleureux à Edward. Fanny, elle, pinça les lèvres. Plus tard dans l'après-midi, Elinor et sa mère examinaient des annonces de maison. À cet instant, Edward glissa sa tête dans l'embrasure de la porte. « Veuillez me pardonner, mais je crois avoir trouvé la cachette de votre sœur Margaret. » Étonné, Elinor le suivit dans la bibliothèque, où il engagea une conversation absurde sur la géographie jusqu'à ce que Margaret surgisse de sa cachette, brandissant son atlas et corrigeant tout le monde avec fierté. Édouard se présenta avec un sourire sincère et échangea un regard complice avec Elinor. Plus tard, Édouard joua au pirate avec Margaret dans le jardin, sous l'œil amusé d'Elinor. À son retour, il la trouva émue aux larmes, écoutant Marianne jouer du piano. « C'était le morceau préféré de mon père », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il lui offrit un mouchoir brodé de ses initiales, puis l'invita à marcher. Côte à côte, ils devisèrent longuement. Du haut de sa fenêtre, Mrs. Dashwood les observa avec attendrissement. Au bord du lac, Édouard confia son désir d'une vie simple, loin de Londres et des ambitions de sa mère. « J'aurais voulu entrer dans l'église, » avoua-t-il doucement. « Ne rien choisir, n'avoir aucune perspective ?» répondit Elinor. « Voilà ce que nous partageons. »« À ceci près que j'hériterai, » admit-il. « Peut-être que Margaret a raison, et que la piraterie reste l'option la plus viable. » Leurs rires se mêlèrent au chant des oiseaux, tandis que les cygnes dessinaient des cercles gracieux sur la surface de l'eau. Chapitre 5 – D'estime et d'amour. Après le dîner, John et Fanny se plongèrent dans des plans d'aménagement. Dans le salon, Édouard lisait à voix haute, tandis qu'Elinor brodait. Mrs. Dashwood et ses filles écoutaient poliment, à l'exception de Marianne, qui faisait preuve d'une agitation de plus en plus perceptible. D'une voix monocorde, Édouard acheva la lecture d'un poème et Marianne bondit. « Non, Édouard, ressentez le désespoir du poète, essayez à nouveau. » Confus, il se tourna vers Elinor, qui, d'un bref regard, l'encouragea, et il reprit sa lecture. Le lendemain, Marianne entra précipitamment chez sa mère, une lettre à la main. « Maman, regardez !» Mrs. Dashwood lut à voix haute. Sir John Middleton leur offrait une maison à Barton Cottage. L'émotion la gagna, mais elle hésita. « Ne nous hâtons pas. Elinor n'a pas encore vu cette lettre, n'est-ce pas ? Bien, car je pense qu'Édouard et Elinor ont peut-être formé un attachement. Il serait cruel de les séparer si tôt, et le Devonshire est si loin. » Marianne, troublée, répliqua. « Édouard est bien aimable, mais il est si réservé. Aimer, c'est brûler, comme Roméo et Juliette, ou comme Héloïse et Abélard. » Mrs. Dashwood sourit tendrement. « Ces passions-là finissent rarement bien, ma chère. »« Mourir par amour serait une fin glorieuse, » déclara Marianne. Sa mère l'enlaça en riant. Oh, « je crains que tu ne sois un peu trop romanesque, ma douce enfant. » Cette nuit-là, Elinor ne trouvait pas le sommeil lorsque Marianne entra, récitant un poème avec emphase. L'amour est-il fantaisie ou folie? Puis, d'un saut impressionnant, elle bondit sur le lit de sa sœur en riant. « Oh, quel dommage qu'Édouard manque tant de passion !»« C'est toi qui l'as rendu nerveux, » répliqua Elinor. « Et pourtant tu l'apprécies. »« Je l'estime, » répondit Marianne prudemment. « Voilà un portrait dithyrambique, » ironisa Elinor. Marianne se fit soudain grave. «
Comment ferais-je sans toi? Sans moi? Répéta Elinor troublée. Oh, promets-moi de ne pas vivre trop loin. Elinor tenta de nier tout engagement, mais Marianne la fixa. L'aimes-tu? Après un instant de réflexion, Elinor répondit avec mesure qu'elle le tenait en haute estime. Mais devant l'expression ulcérée de sa sœur, elle l'ajouta précipitamment. Je me limiterai à reconnaître que mes sentiments sont bien plus forts que ce que j'ai laissé entendre. Satisfaite, Marianne sourit. L'amour est-il fantaisie, folie ou fer-ars? Va te coucher, répliqua Elinor. Restée seule, elle demeura longtemps éveillée, méditant les paroles de sa sœur. Chapitre 6. Barton Cottage. Dans la salle du petit déjeuner, Fanny observait le jardin d'un air faussement distrait. En contrebas, Elinor et Édouard marchaient côte à côte, absorbés dans une conversation intime. Mrs. Dashwood la rejoignit, le visage rayonnant. « Nous sommes si heureuses que vous ayez invité Édouard à Norland. C'est un jeune homme charmant. » Fanny répondit d'un ton pincé. « Nous plaçons de grands espoirs en lui. Notre mère attend beaucoup de sa carrière et de son mariage. » Mrs. Dashwood haussa légèrement les sourcils. « Bien entendu, mais j'ose espérer qu'elle souhaite avant tout qu'il se marie par amour. » Fanny eut un sourire mauvais. « L'amour est un beau ressenti, mais hélas, nous ne pouvons pas toujours nous y fier. Édouard est exactement le genre de jeune homme au cœur généreux sur lequel des femmes sans ressources peuvent facilement jeter leur dévolu. Une fois engagé dans quelque accord, il serait incapable de se rétracter, et notre mère lui retirerait aussitôt tout soutien. » Indignée, Mrs. Dashwood se contenta de répondre avec froideur. « Je vous comprends parfaitement. » Puis, le menton haut, elle tourna les talons. Mrs. Dashwood ne reparut qu'à l'heure du déjeuner, moment qu'elle jugea opportun pour annoncer son intention de partir séance tenante dans le Devonshire. Édouard pâlit. « Vous partez si tôt? Nous ne pouvons plus nous imposer, » répondit-elle doucement. Margaret s'écria. « Édouard viendra avec nous. »« J'aimerais tant, » bredouilla-t-il. Mais sa sœur l'interrompit d'un ton sec. « Hélas, Édouard est attendu en ville depuis longtemps par notre mère. » Mrs. Dashwood l'ignora et se tourna vers le jeune homme. « Vous serez toujours le bienvenu à Barton Cottage, Édouard. » Après le repas, Elinor se rendit aux écuries pour dire adieu à son cheval. Édouard les rejoignit, visiblement nerveux. « Elinor, je dois vous parler. » Elle retint son souffle, tandis qu'il se lança maladroitement dans une explication confuse sur son éducation à Plymouth, évoquant un certain Monsieur Pratt, quand la voix de Fanny retentit. « Te voilà, Édouard. Allons, tu n'as pas un instant à perdre. Tu es attendu à Londres sur le champ. » Visiblement embarrassé, il s'excusa auprès d'Elinor. Puis, sans un mot de plus, il emboîta le pas à sa sœur, laissant Elinor seule, le cœur serré et l'esprit plein de doutes. Dans l'après-midi, sous un ciel lourd, la famille Dashwood monta en voiture. Fanny et John les regardèrent partir avec satisfaction. La pluie accompagna leur route silencieuse. « Édouard a promis d'apporter l'atlas, » annonça Margaret avec espoir. « Je suis certaine qu'il le fera très vite, » acquiesça Marianne en souriant tristement. Mrs. Dashwood observa Elinor sans mot dire. À l'approche de Barton Cottage, le paysage devint morne. La maisonnette, basse et isolée, contrastait cruellement avec Norland. À peine arrivées, elles furent accueillies par l'enthousiasme tonitruant de Sir John Middleton et de sa mère, Mrs. Jennings. « Chère dame, je vous le dis sur ma parole, vous êtes là, vous êtes enfin là !» Mrs. Jennings, le visage tout en rondeur et les yeux pétillants, demanda d'un ton enjoué. « Oh, le voyage a-t-il été supportable, mes pauvres âmes ?» Ils parlèrent sans reprendre haleine, promettant dîner quotidien et visites incessantes. Marianne profita de l'agitation pour s'éclipser. Elle monta les escaliers, inspecta les chambres dépouillées, puis redescendit le visage fermé. La nuit venue, Elinor et Marianne grelottèrent sur leurs draps rêches, le vent gémissant autour du cottage. Tout serait désormais bien différent. Chapitre 7. Le mystérieux F.
Le soleil illuminait la salle à manger où étaient rassemblés les nouveaux voisins. Sir John, radieux comme à son habitude, s'inquiéta à voix haute. « Mais où donc est passé Brandon? J'espère qu'il n'a pas estropié son cheval. » Mrs. Jennings, infatigable, causait avec l'aisance d'un général sur son champ de bataille. « Le colonel Brandon est le célibataire le plus en vue du comté. Il est forcément destiné à l'une de vous. Bien sûr, il est plus de l'âge de Miss Dashwood, mais je parie qu'elle a laissé son cœur dans le Sussex, n'est-ce pas ?» Marianne lança à Elinor un regard effaré, aussitôt capté par Mrs. Jennings, qui s'exclama ravie. « Oh, je vois, Miss Marianne, je crois avoir découvert un secret. » Sir John éclata d'un rire tonitruant. « Oh, mère, vous avez déjà flairé un secret? Vous êtes pire que mon meilleur limier. » Mrs. Jennings, enhardie, s'acharna. « Alors, quel genre d'homme est-ce, Miss Dashwood? Boucher, boulanger, fabricant de chandelles? Oh, je découvrirai son identité, vous le savez bien. Oh. » Elinor s'efforça de demeurer impassible sous l'insistance de son hôtesse. À ses côtés, Marianne était médusée, tandis que Margaret suivait la scène très amusée. « Allons, donnez-nous un indice, » gloussa Mrs. Jennings. « Porte-t-il un uniforme ?» Alors Margaret, avec cet aplomb si propre aux enfants, déclara « Il n'a pas de profession. » Les rires fusèrent. Marianne se redressa fulminante. « Margaret, tu sais très bien qu'il n'existe personne de tel. »« Il existe, » s'insurgea Margaret, « et son nom commence par un F. » Elinor baissa les yeux sur son assiette. Immédiatement, Sir John et Mrs. Jennings passèrent en revue tous les noms auxquels ils pouvaient penser. N'y tenant plus, Marianne se redressa et demanda d'une voix tranchante « Sir John, puis-je jouer de votre piano ?» Surpris, mais ravi, Sir John accepta bien volontiers et toute l'assemblée se réunit au salon de musique pour écouter Marianne jouer. Le crépuscule enveloppait Barton Park d'une lumière pourpre. Par les fenêtres ouvertes, la voix de Marianne s'éleva, pure et émouvante. Nul ne sembla remarquer la silhouette haute et sombre qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte. Chapitre 8. Le colonel Brandon. La silhouette appartenait à un homme d'âge mûr, aux épaules légèrement voûtées et au visage grave. C'était le colonel Brandon. Il se tint immobile, comme hypnotisé par la voix de Marianne. Quand son chant cessa, les applaudissements fusèrent. Sir John, exubérant, l'aperçut enfin. « Brandon, où étiez-vous? Venez que je vous présente nos ravissantes voisines. » Mrs. Jennings ajouta d'un air espiègle. « Quel dommage, colonel! Vous avez manqué le plus exquis des concerts. » Brandon s'inclina, réservé, et répondit simplement. « Voilà qui est bien regrettable, en effet. » Elinor l'observa avec attention, intriguée par le mélange de réserve et de douleur que sa voix dégageait. « Approchez, Mrs. Dashwood, » reprit Sir John. « Le colonel Brandon et moi avons servi ensemble aux Indes, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'homme plus honorable sur cette terre. »« Avez-vous vraiment été en Inde ?» demanda Margaret, les yeux écarquillés. « Comment était-ce là-bas » Sir John répondit d'un ton léger. « Chaud, très chaud. » Mais Brandon se pencha vers la jeune fille et murmura. « L'air y est imprégné d'épices. » Margaret, satisfaite, esquissa un sourire rêveur. Sir John, toujours enjoué, se tourna alors vers Elinor. « Allons, Miss Dashwood, à votre tour de nous divertir. » Elinor, un peu embarrassée, tenta de refuser. « Oh non, Sir John, je ne... » Mais Sir John la coupa, hilar. « Et je parie que nous pouvons tous deviner dans quelle tonalité vous chanterez. » Sir John et Mrs. Jennings pouffèrent de rire, puis en chœur ils s'écrièrent « En fa majeur !» Leurs éclats de rire fusèrent, emplissant la pièce d'une joyeuse exubérance. Elinor, légèrement rougissante, se contenta de sourire timidement, alors que Marianne, piquée au vif, détournait le regard vers la fenêtre. Dans la calèche qui les ramenait à Barton Cottage, Marianne explosa. « Tu n'as aucun droit de colporter tes suppositions ignorantes, Margaret !» Sa petite sœur répliqua imperturbable. « Ce ne sont pas des suppositions, c'est toi qui me l'as dit !» Marianne protesta avec véhémence, mais Elinor se contenta de scruter la nuit par la fenêtre. « De toute façon, » conclut Margaret avec un sourire, « ils le rencontreront quand il viendra. » Un beau jour de printemps, on organisa un déjeuner en plein air. Les voix résonnaient joyeuses.
Le soleil dorait la pelouse, et une brise fraîche faisait danser les fleurs dans les champs. Brandon conversait avec Mrs. Dashwood, mais ses traits s'éclairaient malgré lui, lorsque, plus loin, Marianne riait en jouant aux quilles avec Sir John et Margaret. Mrs. Jennings donna un coup de coude à Elinor, chuchotant avec satisfaction. « Oh, le voilà entièrement transi d'amour. Voilà une union des plus réussies, car il est riche et elle est belle. » Elinor demanda, prudente. « Depuis combien de temps le connaissez-vous ?»« Dieu du ciel! Aussi longtemps que j'ai vécu ici. Son domaine, Delaford, n'est qu'à 4 lieues d'ici. Lui et John sont inséparables. Il n'a ni femme ni enfant. » Elle se pencha soudain en baissant la voix. « Il a une histoire tragique, vous savez. Il y a 20 ans, il s'était pris d'une jeune fille qui répondait au nom d'Elisa. Mais la malheureuse était pauvre comme un rat d'église, et la famille de Brandon s'opposa à leur union. » Elinor, curieuse, demanda. « Qu'est-il advenu de cette femme ?»« Oh, elle est passée de main en main, et a disparu des cercles de la bonne société. Quant à Brandon, il est parti aux Indes. C'est là qu'il a rencontré John. À son retour, il a cherché Elisa partout avant de la retrouver mourante dans une misérable pension. Mais regardez-le maintenant, si attentif. Je vais tenter une petite expérience. » Alarmée, Elinor s'exclama. « Oh non, non, je vous en prie, Mrs. Jennings, laissez donc le pauvre colonel tranquille. »« Non, 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 c'est justement ce qu'il faut, » protesta Mrs. Jennings avec malice. « Tous les prétendants ont besoin d'un peu d'aide, ma chère. » Elle agita la main et clama d'un ton joyeux. « Colonel Brandon !» Brandon leva la tête, surpris. « Nous ne vous avons pas entendu jouer depuis bien longtemps. » Il haussa les épaules avec modestie. « C'est qu'il y a parmi nous une musicienne bien plus talentueuse. » D'un geste respectueux, il désigna Marianne. Mrs. Jennings bondit sur l'occasion. « Miss Marianne, notre cher Brandon adore la musique. Il joue très bien du pianoforte. Jouez-nous donc un duo. » Le regard de Brandon, presque suppliant, se posa sur Mrs. Jennings, qui l'ignora avec entrain. « Allons, je parie que vous connaissez autant d'air mélancolique que Miss Marianne. » Cette dernière se leva brusquement. « Je ne connais pas de duo. Pardonnez-moi, colonel. » Et elle s'éloigna vivement, laissant derrière elle Brandon immobile et Mrs. Jennings imperturbable, déjà prête à recommencer. Chapitre 9. Willoughby. Les Dashwood prirent bientôt congé. De retour au cottage, Marianne s'écria d'un ton exaspéré. « Oh, n'aurons-nous jamais un instant de paix? Le loyer de ce logis est peut-être bas, mais les conditions sont insupportables. » Elinor tenta de l'adoucir. « Mrs. Jennings est riche, sa fille est mariée. Elle n'a rien d'autre à faire que de trouver des maris à tout le monde. »« Même ce vieux colonel n'est pas à l'abri des manœuvres de cette intrigante, » maugréa Marianne. « Si le colonel Brandon est vieux, » répliqua Mrs. Dashwood, « alors je suis à l'article de la mort. » À cet instant, Betsy passa la tête par la porte. « Un paquet est arrivé pour vous, Miss Dashwood. » Tout le monde se rassembla dans le salon. Un grand colis trônait sur la table, et Margaret, frémissante d'impatience, se précipita sur lui. Quelle ne fut sa consternation lorsqu'elle en extirpa un grand atlas. Mrs. Dashwood et Marianne se tournèrent vers Elinor, consternées, tandis que Margaret bredouillait. « Mais Édouard avait dit qu'il le rapporterait lui-même. » Une lettre était posée sur l'atlas. Mrs. Dashwood la lut à haute voix. « Chère Mrs. Dashwood, Miss Dashwood, Miss Marianne et Capitaine Margaret, c'est un grand plaisir pour moi de restituer cet atlas à son propriétaire légitime. Hélas, des affaires à Londres ne me permettent pas de l'accompagner, bien que cela me peine plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour l'instant, mes souvenirs de votre bonté doivent me suffire, et je reste à jamais votre dévoué serviteur. E.C. Ferrars. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elinor lutta pour ne rien laisser paraître. Mrs. Dashwood lança à Marianne un regard implorant. Sa fille hocha la tête et prit la main de Margaret. « Viens, Margaret, nous allons nous promener. »« Il n'en est pas question. J'ai déjà fait une promenade aujourd'hui, » protesta Margaret. « Et de plus, il ne va pas tarder à pleuvoir, » ajouta-t-elle en désignant le ciel gris qui s'obscurcissait. Marianne enfila son chapeau d'un geste décidé et l'entraîna vers la porte. « Il ne pleuvra pas. »« Tu dis toujours ça, et puis il pleut à chaque fois, » maugréa Margaret.
Quand la porte claqua derrière elle, Mrs. Dashwood s'approcha d'Elinor, inquiète. « Il doit te manquer, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas fiancés, maman. Mais il t'aime, Elinor, j'en suis certaine. » Elinor baissa les yeux. Même s'il éprouvait quelque inclination, il serait insensé d'y répondre. Une telle union serait semée d'obstacles. Elle inspira profondément, puis ouvrit le registre des comptes et fit mine de se replonger dans ses chiffres. Mrs. Dashwood n'eut pas le courage d'insister. Dehors, Marianne avançait d'un pas vif, traînant Margaret derrière elle. Le vent s'était levé, le ciel s'était assombri, mais Marianne semblait exultante. « Y a-t-il au monde plus grande félicité ?» s'écria-t-elle. Elle n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que les premières gouttes vinrent s'écraser sur les deux sœurs. « Je te l'avais dit, » répondit Margaret morose. « Baliverne, regarde là-bas, un coin de ciel bleu. Courons vers lui. » Tout sourire, elle s'élança à toutes jambes. Margaret la suivit en trébuchant. Le sentier devint glissant, la pente plus rude, et Marianne, emportée par son élan, perdit pied. Elle bascula, roula dans la boue et s'affaissa avec un cri, la main sur sa cheville. Le tonnerre gronda. La brume monta, épaisse, avalant les arbres et les repères. Très pâle, Marianne murmura, haletante. « Miséricorde, Margaret, je ne peux pas me relever. Vite, va chercher de l'aide. » Margaret acquiesça et courut dans le brouillard avant de s'arrêter net. De la brume surgit un cheval puissant, le poitrail fumant. Un cavalier le montait, élégant et assuré. Il tira sur les rênes et mit pied à terre d'un bond habile. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, le front soucieux. « Ce n'est que mon pied, » souffla Marianne, fascinée. Il s'agenouilla et examina la cheville avec une main experte. « Elle n'est pas cassée. Permettez-moi de vous escorter jusqu'à chez vous. » Et sans hésiter, il souleva Marianne dans ses bras. Quand le cottage apparut enfin, Margaret partit en avant à bout de souffle. « Elle est tombée, et il a porté !» Mrs. Dashwood et Elinor surgirent sur le seuil. Sous la pluie battante, un homme approchait, Marianne dans les bras. « Marianne !» s'écria Mrs. Dashwood. Elinor, toujours efficace, guida l'inconnu. « Par ici, monsieur. Margaret, ouvre grand la porte. Marianne, comment te sens-tu » L'inconnu déposa Marianne sur le sofa avec douceur. « Ce n'est qu'une entorse, l'os est intact, » déclara-t-il. Tremblante d'émotion, Mrs. Dashwood le remercia 100 fois et le pria de s'asseoir pour se reposer. « Je m'en voudrais de laisser une mare derrière moi, » l'assura le jeune homme. « Permettez-moi plutôt de repasser demain après-midi pour m'enquérir de l'état de la patiente. » Au moment où il s'inclina pour partir, Marianne, fébrile, fit de grands gestes à sa mère et siffla « Son nom, son nom !» Mrs. Dashwood rattrapa l'inconnu dehors. « Monsieur, à qui devons-nous une si grande dette ?» Déjà en selle, il répondit avec un salut. « Monsieur John Willoughby d'Allenham, madame, à votre service. » Puis il tourna bride et disparut au galop, sa silhouette se fondant dans le brouillard. De retour au salon, Marianne, blême mais les yeux brillants, répéta le nom comme une incantation. « Monsieur John Willoughby d'Allenham. »« Quel homme impressionnant !» souffla Mrs. Dashwood. « Il m'a soulevé comme une plume, » murmura Marianne rêveuse. Elinor glissa avec ironie. « Est-il humain ?» Mais Marianne ne l'entendait déjà plus. « L'avez-vous vu, mère? Tant de noblesse, tant d'esprit. »« Et d'éloquence, » ajouta Elinor, un sourire en coin. « Il a prononcé 10 mots tout au plus. »« Et il revient demain !» s'exclama Marianne, soudain toute rose d'excitation. Elinor la regarda avec tendresse. « Tu ferais mieux de te changer, Marianne, ou tu prendras froid. »« Peu m'importe de prendre froid quand un tel homme existe !» répondit Marianne avec ferveur. « Tu t'en soucieras davantage quand ton nez aura triplé de volume, » répliqua Elinor. Marianne jugea la remarque sensée. « Tu as raison, Elinor, aide-moi !» Ensemble, elles quittèrent la pièce. Margaret, elle, se pencha vers sa mère, pressante. « Crois-tu qu'ils seront mariés avant Édouard et Elinor ?» Mrs. Dashwood leva les yeux au ciel, réprimant un sourire. « Ma parole, tu es pire que Mrs. Jennings. » Chapitre 10. Au chevet de Marianne. La pluie avait cessé, et un matin clair se levait sur Barton Cottage. Dans le salon, la voix tonitruante de Sir John couvrait presque le reste.
Monsieur Willoughby est un homme qu'il serait dommage de laisser échapper, Miss Dashwood, et Miss Marianne ne saurait garder tous les hommes pour elle seule. Mrs. Dashwood et ses filles tentaient, non sans peine, de lui arracher des détails sur le mystérieux cavalier. Mais Sir John, jovial et évasif, semblait surtout soucieux de ménager le colonel Brandon plutôt que de satisfaire leur curiosité. Marianne, allongée sur le canapé, la cheville bandée, fronça les sourcils. « Mais enfin, Sir John, que pouvez-vous nous dire de M. Willoughby ?»« Eh bien, c'est un excellent tireur, répondit-il ravi. Et je vous défie de trouver un cavalier plus audacieux en Angleterre. Mais comment est-il ? Reprit Marianne avec fièvre. Qu'aime-t-il ? Ses goûts, ses passions, ses loisirs ? Sir John hésita, déconcerté par tant d'ardeur. Eh bien, il a la plus charmante petite chienne que j'ai jamais vue. Marianne se renfonça dans le canapé avec dépit. Mrs. Dashwood reprit, plus douce. Et où se trouve Allenham, Sir John ? À 3 miles à l'est. Une coquette propriété. Il doit l'hériter de Lady Allen. Marianne allait le relancer quand des sabots claquèrent dehors. Tous se redressèrent. Margaret bondit à la fenêtre, puis fit la moue. « C'est le colonel Brandon. » Et elle quitta la pièce maussade. Sir John eut un sourire malicieux. « Ah, vous guettez Willoughby, n'est-ce pas ? Pauvre Brandon !» Sur ces entrefaites, le colonel entra, portant un large bouquet. Il s'approcha de Marianne et demanda d'une voix douce « Comment va notre malade ?»« Oh, merci infiniment, colonel » murmura Marianne avec une politesse distraite, avant de tendre les fleurs à Elinor, qui alla chercher un vase. Soudain, Margaret entra en trombe dans le salon, criant à plein poumon « Le sauveur de Marianne, il est arrivé !» Brandon posa sur Marianne un regard grave. Son visage, illuminé d'un éclat vibrant, trahissait à l'évidence la force des émotions qui l'agitaient. Sir John lui tapota l'épaule et lança « Allons, Brandon, nous savons reconnaître le moment où nous ne sommes plus les bienvenus. Laissons notre place. » Marianne, troublée, rougit légèrement. « Au revoir, colonel, et merci encore pour les fleurs. » Elinor les raccompagna. De la fenêtre entr'ouverte, on entendit la voix claire de Willoughby qui salua poliment Sir John et le colonel avant de pénétrer dans le salon. Elinor l'accueillit d'un sourire courtois et Mrs. Dashwood s'écria avec chaleur « Monsieur Willoughby, quel plaisir de vous revoir !»« Tout le plaisir est pour moi, » répondit-il avec cette assurance charmante qui semblait le définir. « J'espère que Miss Marianne n'a pas pris froid ?» Marianne, le cœur battant, s'étonna. « Vous connaissez mon nom ?»« Le voisinage est plein de mes espions, » fit-il avec un clin d'œil. Et d'un geste théâtral, il tira de derrière son dos un modeste bouquet de fleurs sauvages. « Puisque vous ne pouvez aller vers la nature doit venir à vous. » Marianne prit le bouquet, émue. « Elles sont magnifiques, et elles ne viennent pas des serres. » Willoughby aperçut alors le bouquet de Brandon, et sourit faussement désolé. « Ah, je vois que je ne suis pas le premier à faire une offrande. »« J'ai toujours préféré les fleurs sauvages, » rétorqua Marianne avec une sincérité vive. « Je m'en doutais, » murmura-t-il. Elinor disposa les fleurs dans un vase. Willoughby, lui, remarqua sur le guéridon un petit livre ouvert, des sonnets de Shakespeare. Il le prit, le visage soudain éclairé, et s'assit sur un tabouret tout près de Marianne. « Qui lisait Shakespeare ?»« C'est moi, » avoua Marianne. Mrs. Dashwood ajouta, très fière, « Elle nous en fait la lecture. »« Lequel de ces sonnets est votre préféré ?» demanda-t-il. « Le 116, » répondit Marianne sans hésiter. Willoughby entama quelques vers, hésita volontairement, et Marianne acheva le poème, transportée. Il sortit alors de sa poche un minuscule livre relié de cuir. Comme c'est étrange, je les porte toujours sur moi. Dès lors, ils échangèrent poèmes et fragments, leurs voix s'entremêlant comme si une longue intimité les unissait déjà. Mrs. Dashwood lança à Elinor un regard satisfait, et son aînée reprit sa couture, amusée. Margaret les observait, fascinée. Quand Willoughby prit congé, il glissa une fleur à sa boutonnière et remonta à cheval avec panache. Toutes sortirent pour le saluer. Marianne, soutenue par sa mère et sa sœur, rayonnait. « À demain !» lança-t-il. « Et ces sonnets de poche sont pour vous, Miss Marianne, un talisman contre d'autres mésaventures. »« Merci infiniment !»
répondit-elle, la voix vibrante. Il partit au galop. Elinor se tourna vers Marianne avec une ironie douce. Beau travail. Poésie, nature, sentiment. À votre prochaine rencontre, vous n'aurez plus rien à vous dire. Marianne haussa les épaules, puis se piqua. Pourquoi dissimuler ce que je ressens? Le temps ne fait pas l'intimité. 7 jours suffisent parfois plus que 7 ans. Je crois connaître M. Willoughby mieux que quiconque. Si mes sentiments étaient faibles, je pourrais peut-être les cacher comme toi. Elle s'interrompit, consciente d'avoir été trop loin. Mrs. Dashwood la réprimanda aussitôt. « Marianne, ce n'est pas juste. »« Je suis désolée, Elinor, » murmura Marianne honteuse. Elinor secoua la tête. « Ne t'en fais pas. » Puis elle rentra dans la maison, laissant derrière elle un silence lourd. Marianne, le front plissé, se tourna vers sa mère. « Je ne la comprends pas. Pourquoi ne parle-t-elle jamais d'Édouard? Je ne l'ai jamais vue pleurer. » Mrs. Dashwood posa une main sur la sienne. « Ni toi ni moi ne sommes comme elle, ma chère. » Elinor ne se laisse pas guider par ses émotions. Dans sa chambre, Elinor demeura longtemps immobile, les yeux fixés sur le mouchoir brodé que lui avait donné Édouard. Elle contempla longuement le monogramme ECF, puis porta le tissu à ses yeux avant que les larmes ne trahissent ce qu'elle s'obstinait à taire. Chapitre 11. Marianne et Willoughby. Le soir même, à Barton Park, on servit le thé. Autour de la table, Elinor jouait aux cartes avec le colonel Brandon, Mrs. Dashwood et Mrs. Jennings. Un peu à l'écart, Marianne dessinait devant un chevalet, séparé des autres par un écran sur lequel se projetait le profil de Willoughby. Elle releva la tête, le vit et s'immobilisa, saisie par l'éclat irréel de ses traits. Sa voix glissa jusqu'à elle, d'abord comme un murmure. « Marianne, n'avez-vous pas encore terminé ?» Ce disant, il passa la tête derrière le paravent, les yeux pleins de malice. « Non, pas encore. Allons, rasseyez-vous, » répliqua Marianne. Ils se regardèrent, et un sourire muet fendit leur visage. Le matin suivant, au cottage, Elinor et Mrs. Dashwood étaient penchées sur les comptes. Sur la banquette de la fenêtre, Marianne et Willoughby chuchotaient côte à côte avec complicité. « Allons, Elinor, » soupira Mrs. Dashwood. « Tu ne vas tout de même pas nous priver de bœuf après nous avoir déjà interdit le sucre ?» Elinor répliqua sans lever les yeux. « Rien n'est à moins de 10 pence la livre. Nous devons économiser. »« Veux-tu donc que nous mourions de faim ?»« Non, seulement que nous évitions le bœuf. » Mrs. Dashwood laissa échapper un gémissement outré, puis se tut. Elinor releva alors brièvement la tête et se figea. Willoughby, d'un geste tendre et audacieux, venait de couper une mèche des cheveux de Marianne. Il porta la boucle à ses lèvres, puis la glissa soigneusement dans sa montre à gousset. Un frisson parcourut Elinor. Willoughby sentit son regard et tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Elinor, confuse, replongea aussitôt dans ses chiffres, feignant de n'avoir rien vu. À partir de ce jour, la complicité de Marianne et de Willoughby ne fit que croître. Un dimanche, à la sortie de l'église, tandis que Mrs. Jennings bavardait encore avec le vieux pasteur, un fracas de roues et de sabots retentit. Une calèche élégante dévala la route à toute allure. Willoughby tenait les rênes avec Marianne, à ses côtés, qui riait aux éclats, cramponnée à lui. Tous les passants échangèrent des commentaires à voix basse, et Mrs. Jennings lança un regard entendu au pasteur. De retour au cottage, Elinor sermonna sa sœur avec fermeté. « Ton attitude nourrit les commérages du village, Marianne. Ne peux-tu pas exprimer ton affection évidente pour Willoughby avec plus de retenue ?» Marianne protesta. « Si les propos de Mrs. Jennings suffisent à prouver l'impropriété, alors nous sommes tous coupables à chaque instant de nos vies. » Leur querelle fut interrompue par l'arrivée du colonel Brandon, qui mit pied à terre d'un mouvement vif. « Miss Dashwood, Miss Marianne, je suis ravi de vous convier à un pique-nique qui aura lieu à mon domaine de Delaford ce jeudi. » Elinor accepta avec empressement, gênée par la mine renfrognée de Marianne. Mais déjà, la calèche de Willoughby apparaissait au tournant du chemin, et le visage de Marianne s'illumina. « Bien entendu, » ajouta Brandon avec gravité, « Monsieur Willoughby serait également le bienvenu. » Marianne le regarda droit dans les yeux, l'air béat. « Nous nous joindrons à vous avec grand plaisir, colonel. » Brandon l'aida à monter. Willoughby les salua avec entrain avant de faire claquer les rênes. Ses chevaux partirent dans un nuage de poussière et de rire. Brandon demeura immobile, le regard fixé sur l'horizon,
Puis il se tourna vers Elinor. « Votre sœur semble très heureuse. » Elinor hocha la tête lentement. Marianne n'a jamais caché ses émotions. Ses préjugés romantiques lui font souvent perdre de vue la bienséance. « Elle est si sincère, » murmura Brandon. « Peut-être trop. Plus tôt elle connaîtra la réalité du monde, mieux ce sera. » Brandon la fixa longuement, puis sa voix s'alourdit. « J'ai connu autrefois une jeune femme semblable à votre sœur. Son caractère ardent a été brisé par l'expérience. » Puis le visage assombri, il remonta en selle. « Ne lui souhaitez pas la même fin, Miss Dashwood. » Et il s'éloigna au trot, laissant Elinor bien songeuse. Chapitre 12. Lucy Steele. Le lendemain, Delaford fourmillait d'une joyeuse effervescence. Sous un soleil éclatant, les calèches s'alignaient et les éclats de rire fusaient. Sir John distribuait couvertures et parasols avec une ardeur inépuisable, tandis que le colonel Brandon vérifiait les attelages d'un œil averti. 3 nouveaux visages s'étaient mêlés au groupe. Charlotte Palmer, la fille de Mrs. Jennings, au rire strident et au débit de paroles vides impressionnant, son mari, l'austère M. Palmer, et leur protégée, Lucy Steele, belle comme un bouton de rose et timide en apparence. Elinor échangeait poliment avec Lucy, tandis que Marianne, elle, demeurait légèrement à l'écart, tournée vers la route, guettant Willoughby avec une impatience fébrile. Mrs. Jennings s'écria « Imaginez ma surprise quand Charlotte et son mari sont arrivés avec leur ravissante Lucy. Je ne m'y attendais pas le moins du monde. » Lucy baissa les yeux modestement. « Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous voir. » Charlotte éclata de rire. « Comment donc? Ce sont les filles d'Ashwood qu'elle tenait absolument à rencontrer. Elle n'a pas cessé de parler d'elle. Miss Dashwood par-ci, Miss Dashwood par-là. » Lucy rougit, jetant un regard de côté à Elinor, qui répondit par un sourire mal à l'aise. Un bruit de sabots coupa court à cet échange. Willoughby apparut au tournant de l'allée sur sa calèche, saluant Marianne d'un sourire éclatant. Mrs. Jennings, toute frémissante, chuchota à Charlotte « Oh, le voilà, vous allez voir !» Elle l'interpella aussitôt, lui faisant saluer tout le monde jusqu'à Lucy Steele. Willoughby s'inclina avec grâce, et Lucy rendit son salut avec courtoisie. Puis, elle se pencha vers Elinor en baissant la voix. « Puis-je m'asseoir près de vous, Miss Dashwood? J'ai si longtemps souhaité mieux vous connaître. On m'a tant parlé de vous. » Elinor, surprise, sourit. « Je crains fort que vous ne soyez fort déçue. »« Oh non !» répliqua Lucy d'un air malicieux. « On m'a souvent chanté vos louanges. » Avant qu'Elinor ne puisse répondre, un cavalier surgit au loin, lancé à vive allure. Il remit une lettre au colonel Brandon, qui l'ouvrit et la lut. Aussitôt, son visage se durcit. Sans lever la tête, il lâcha d'un ton grave « En cheval, vite !» Sir John resta interdit. « Que se passe-t-il, Brandon ?»« Je dois partir sur le champ pour Londres. » On protesta, on supplia, mais Brandon décréta impassible « Je ne peux perdre une minute. » Et il partit au galop, aux grandes dames de ses invités. De retour chez eux, les Dashwood s'allongèrent sur l'herbe en compagnie de Willoughby et se rabattirent sur un pique-nique improvisé. Le soleil dorait l'herbe et l'air était doux, mais Willoughby tournait comme un fauve en cage railleur. « Ô fragilité, ton nom est Brandon !» Marianne renchérit avec une pointe de méchanceté. « Je parie qu'il s'est écrit lui-même cette lettre pour nous fuir. » Mrs. Dashwood sourit, indulgente. « Vous êtes un couple bien impertinent. » Willoughby, toujours plus audacieux, déclara qu'on parlait beaucoup du colonel, mais que personne ne cherchait à le fréquenter. Marianne approuva aussitôt. Elinor trancha, peinée. « Voyons, le colonel est un homme des plus aimables. » Alors, Willoughby se redressa d'un bond et prit la voix de Mrs. Jennings. « Miss Marianne, si je ne vous ai pas mariée au colonel avant l'heure du thé, j'avale mon chapeau. » Marianne éclata de rire et Elinor dut se retenir pour ne pas trahir son amusement devant cette imitation si réussie. Au crépuscule, Marianne raccompagna Willoughby jusqu'au portail. Là, il hésita, puis demanda d'un ton grave. « Miss Marianne, m'accorderiez-vous demain un entretien, seul à seul ?»« Willoughby, nous sommes toujours seuls. Cette fois, j'aurai quelque chose de très particulier à vous demander. » Marianne rougit.
et promit de rester au cottage pendant l'office. Le dimanche matin, à l'église du village, le sermon s'étira interminablement. Elinor, Mrs. Dashwood et Margaret retenaient leur souffle. Margaret chuchota les yeux brillants. « Tu crois qu'il va poser un genou à terre ?»« Chut !» souffla Elinor. « Il s'agenouille toujours », conclut Margaret l'air rêveur. À leur retour, elles entrèrent en parlant trop fort pour annoncer leur arrivée. Mais dès qu'elles eurent franchi le seuil de leur petite maison, elles comprirent que quelque chose n'allait pas. Marianne déboula sur elle, le visage noyé de larmes, et s'enfuit dans la salle à manger. Mrs. Dashwood se précipita sur elle. « Qu'y a-t-il, mon trésor ?» Marianne secoua la tête, incapable de lui parler. Dans le salon, Willoughby se tenait debout près de la cheminée, figé, les traits tendus. « Willoughby, que se passe-t-il » demanda Mrs. Dashwood. Il balbutia, puis avoua. « Lady Allen m'ordonne de partir pour Londres, sur le champ. »« Comment ? Aujourd'hui ?» ?»« Immédiatement. » Mrs. Dashwood tenta de se rassurer. « Cela ne vous retiendra pas longtemps, j'espère. » Willoughby baissa les yeux. « Je ne compte pas revenir de sitôt. Je suis rarement invité à Allenham, guère plus d'une fois l'an. » Un silence glacé tomba. Il ajouta, comme pour se justifier. « Il est vain de s'attarder. Je ne veux pas m'infliger davantage de tourments. » Et sans attendre, il franchit la porte. Elles le suivirent jusqu'au perron. « Willoughby, revenez !» cria Margaret. Elinor la fit taire d'un geste. Willoughby saisit les rênes de son cheval, monta en selle et partit au galop, sans un regard en arrière. Chapitre 13. Londres. Quelques jours moroses s'écoulèrent, durant lesquels Marianne versa bien des larmes. Un soir de pluie, après le dîner, Marianne contemplait la campagne battue par le vent, affaissée près d'une fenêtre de Barton Park. M. Palmer, retranché derrière son journal, s'isolait dans un silence boudeur. Sir John et Margaret, penchés sur une carte du monde, planifiaient de palpitantes explorations en Chine. À table, Mrs. Jennings, Charlotte, Lucy et Mrs. Dashwood jouaient aux cartes, tandis qu'Elinor lisait dans un fauteuil. « Oh, si seulement cette pluie pouvait cesser !» soupira Charlotte excédée. Sans lever les yeux, M. Palmer répondit sèchement. « Si seulement vous pouviez cesser de vous plaindre. » Mrs. Jennings riposta d'un ton pompeux. « Rappelez-vous, M. Palmer, c'est vous qui me l'avez prise des mains, et vous ne pouvez plus me la rendre. » Devant le silence de son gendre, Mrs. Jennings se tourna vers Marianne. « Venez jouer avec nous, Miss Marianne. Fixer ce ciel orageux ne le ramènera pas. » Charlotte glissa à voix basse. « Elle n'a rien mangé de toute la soirée. »« Ma foi, nous sommes tous un peu mélancoliques, » décréta Mrs. Jennings. « Londres a englouti toute notre compagnie. » Tandis que sa fille et elle parlaient pour la énième fois de la disparition de Brandon et Willoughby, Lucy s'approcha à pas feutrés d'Elinor et s'assit près d'elle, l'obligeant à refermer son livre. « Chère Mrs. Dashwood, pourrions-nous enfin avoir notre discussion ?»« Notre discussion ?» demanda Elinor intriguée. Lucy baissa la voix, s'assura que personne n'écoutait, puis ajouta d'un ton hésitant. « J'ai une question étrange, mais peut-être me trouverez-vous impertinente. Je suis convaincue que vous n'en seriez jamais capable, » la rassura Elinor. « Vous êtes bien aimable. Eh bien, je voulais simplement vous demander, connaissez-vous Mrs. Ferrars ?» Elinor se figea. « Non, je ne l'ai jamais rencontrée. » Depuis la table, Mrs. Jennings cria. « Si elle vous parle du fameux monsieur F, Lucy, vous devez tout nous répéter. » Les joues de Lucy s'empourprèrent et elle s'empara du bras d'Elinor. « Faites quelques pas avec moi, très chère. » À l'écart, elle lui confia. « Je ne suis pas encore liée à cette famille, mais peut-être le serai-je un jour, voyez-vous, de façon intime. » Elinor s'arrêta net. « Vous voulez parler de Robert ?»« Oh non, pas de Robert. Je veux parler d'Édouard. » Elinor crut défaillir, mais se ressaisit en balbutiant. « Édouard Ferrars ?» Lucy acquiesça, presque ravie de l'effet produit. « Nous nous sommes rencontrés à Plymouth, lorsqu'il était sous la tutelle de mon oncle, M. Pratt. Peut-être vous en a-t-il parlé ?»« Je crois bien, en effet, » bredouilla Elinor. « Cela a été le coup de foudre immédiat, »
Édouard et moi sommes secrètement fiancés depuis 5 ans. La distance est parfois insoutenable, je ne vous le cache pas. » Ce disant, elle tira un mouchoir brodé des lettres ECF et enfouit son visage dedans. Elinor crut qu'un gouffre s'ouvrait sous ses pieds, prêt à l'engloutir. Elle fit encore quelques pas aux côtés de Lucy Steele, qui reprit. « Oh, mon cher Édouard ne verra aucun mal à ce que je vous mette dans la confidence. Il vous considère comme une sœur. » Mrs. Jennings, qui les avait observés de loin pendant tout ce temps, fondit sur elle, bien déterminée à connaître le sujet de leur confidence. Lucy se pencha alors vers Elinor, pressante. « Si quelqu'un découvre notre secret, Édouard sera ruiné. Je vous en conjure, ne soufflez mot de ce que je vous ai confié. Promettez-le-moi. » Elinor répondit d'une voix sourde. « Je vous le promets. »« Eh bien, claironna Mrs. Jennings, les yeux pétillants de malice. « Qu'avez-vous de si fascinant à raconter ?» Lucy improvisa. « Nous parlions tout simplement de Londres et de ses distractions. » À ces mots, Mrs. Jennings s'écria. « Oh, voilà qui tombe à merveille. Je disais justement à Charlotte que je pars bientôt pour la capitale et que j'emmènerai avec moi Lucy ainsi que les demoiselles d'Ashwood pour qu'elles puissent goûter aux joies de la saison. » Marianne bondit aussitôt. « Londres ?» Margaret supplia sa mère de l'autoriser à partir avec ses sœurs, mais Madame Dashwood refusa en riant doucement. Elinor tenta d'objecter, mais Mrs. Jennings était formelle. « Je ne tolérerai aucun refus. Et si je ne vous ai pas mariées toutes les trois d'ici la Saint-Michel, eh bien, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. » Cette nuit-là, Marianne virevolta dans la chambre, déballant rubans et robes. « Elinor, peux-tu croire à ce bonheur? Je vais revoir Willoughby, et toi tu reverras Édouard. Oh, comme je suis reconnaissante envers Mrs. Jennings. J'ai toujours dit qu'elle avait un grand cœur. » Elinor ne répondit pas. Tout en choisissant un chapeau, Marianne s'enquit curieuse. « Que vous disiez-vous réellement, toi et Miss Steele, en chuchotant ainsi ?» Elinor resta un instant muette, déchirée entre le besoin cruel d'ouvrir son cœur et la promesse qu'elle avait faite à Lucy. « Rien d'important, » murmura-t-elle enfin. Le lendemain, Mrs. Dashwood et Margaret leur firent de grands signes de la main, tandis qu'Elinor et Marianne s'éloignaient en voiture. À l'intérieur, Mrs. Jennings jacassait sans relâche. Sa fille Charlotte, trop heureuse d'avoir une interlocutrice capable de tenir un aussi bon rythme qu'elle, lui faisait écho. Lucy, elle, se pencha vers Elinor. « J'ai écrit à Édouard, » susurra-t-elle. « Mais il ne pourra jamais venir nous voir, bien entendu. Le secret est vital. » Elinor répliqua froidement. « Oui, j'imagine bien. »« Je suis plutôt jalouse, savez-vous. Oh, s'il avait parlé un peu trop d'une autre, je ne sais quel terrible sort j'aurais réservé à cette rivale téméraire. » Puis elle ajouta d'une voix mielleuse. « Imaginez comme il sera heureux d'apprendre que nous sommes devenus amis. » Elinor rassembla toutes ses forces pour lui adresser un faible sourire. À peine arrivée chez Mrs. Jennings, Marianne remit une lettre à son valet. « Vous ne perdez pas de temps, Miss Marianne !» gloussa la maîtresse de maison. Lucy remarqua. « Une lettre? La rumeur est donc vraie. Willoughby et votre sœur sont bel et bien fiancés. » Elinor se raidit. « Je ne suis au courant d'aucun plan de ce genre. » Lucy allait répliquer, mais déjà, Elinor avait grimpé l'escalier d'un pas vif. Les jours suivants, la maison de Mrs. Jennings fut le théâtre de nombreuses visites de courtoisie. Marianne vibrait d'attente. Elinor, en revanche, semblait blême, épuisée par la présence constante de Lucy. Un jour, Marianne crut entendre Willoughby et se précipita au salon. Lorsqu'elle se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de son bien-aimé, mais du colonel Brandon, elle se volatilisa sans prendre la peine de cacher son dépit. Restée seule avec le colonel, Elinor lui lança un regard embarrassé. Brandon avait l'air grave. « J'ai entendu des rumeurs. Tout est-il résolu entre votre sœur et M. Willoughby ?» Elinor répondit avec douceur. « Ni l'un ni l'autre ne m'a rien dit, mais je ne doute pas de leur affection. » Brandon se figea. « Je souhaite alors à votre sœur tout le bonheur possible. Quant à M. Willoughby, qu'il puisse se montrer digne. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Elinor, le cœur serré. Mais le colonel Brandon se contenta de secouer la tête avant de prendre congé. Plus tard, la petite délégation se rendit au centre pour rejoindre Fanny. Mrs. Jennings riait de bon cœur avec Charlotte, tandis que Fanny levait les yeux au ciel et que Lucy retenait Elinor d'une poigne ferme.
Marianne, fiévreuse, cherchait Willoughby dans chaque visage. « Où est donc passé notre cher Édouard, Fanny ?» lança-t-elle d'un ton un peu trop impétueux. Fanny se raidit et Lucie eut un regard furtif. Mrs. Jennings aux aguets demanda « Et qui est ce cher Édouard ?» Fanny répondit d'une voix tranchante « Mon frère, Édouard Ferrars. »« Vraiment? Est-ce bien Ferrars avec un F ?» Charlotte et elle échangèrent un regard entendu. Lucie, elle, ne quitta pas Elinor des yeux. De retour chez Mrs. Jennings, Marianne interrogea le majordome. « Des messages ?»« Aucun, mademoiselle. » Cette nuit-là, Elinor fut réveillée par la lueur d'une bougie. En se redressant, elle aperçut Marianne occupée à écrire une lettre d'un air fiévreux. Puis, dès l'aube, elle courut la remettre au majordome. Mais une nouvelle fois, sa missive ne reçut pas de réponse. Mrs. Jennings, touchée, lui prit la main. « N'ayez crainte, mon enfant, le gel ramènera ces gentilshommes à Londres, vous verrez. » Marianne s'éclaira, soudain pleine d'espoir, et remonta en courant. Mrs. Jennings, levant les yeux vers Elinor avec une expression satisfaite, conclut. « Soyez rassurée vous aussi, Miss Dashwood. J'ai surpris votre belle-sœur et elle amènerait le fameux Monsieur F au bal auquel nous nous rendrons ce soir. » Chapitre 14. Le bal. La nuit était tombée, mais la splendide demeure où se déroulaient les réjouissances de la soirée était illuminée d'innombrables chandelles. Tant de carrosses s'étaient pressés devant l'entrée que la circulation en était bloquée, si bien que les derniers arrivants devaient finir à pied. Mrs. Jennings descendit la première, soulevant ses jupons avec énergie. Marianne et Elinor la suivirent, Lucie sur leurs talons. À l'intérieur, la salle étincelait de mille feux, et les sœurs Dashwood admirèrent la magnificence des lieux. Les salons, bondés, bruissaient de rires et d'exclamations. L'air, lourd et saturé, rendait la chaleur presque suffocante. Les coupes de punch passaient de main en main sans relâche, tandis que la piste de danse, seul espace où l'on pouvait encore respirer, se remplissait de pas feutrés et d'entrechats serrés. Mrs. Jennings fendit la foule comme un navire, louvoyant de connaissance à connaissance. Enfin, elle aperçut Fanny au loin, occupée à bavarder mollement. Cette dernière soupira en la voyant approcher à grands pas, suivie de près par ses protégés. « Oh, vous voilà! Quelle salle étouffante, Mrs. Dashwood! Vous n'êtes pas venue seule, j'espère ?»« Pas du tout, » répondit Fanny. « John est allé chercher mon frère. » Lucie se cramponna aussitôt à Elinor, les yeux brillants. « Son frère ?» souffla-t-elle. « Oh, bonté divine, je crois que je vais défaillir. » Mais déjà John se fraya un chemin jusqu'à elle. Et en effet, il n'était pas seul. Un jeune homme au sourire suffisant lui emboîtait le pas. « Mrs. Jennings, permettez-moi de vous présenter mon frère. »« Monsieur Robert Ferrars, pour vous servir, » annonça le jeune homme en s'inclinant. « Mesdames, nous nous rencontrons enfin. » Elinor inclina la tête, soulagée. Lucie, elle, s'inclina profondément sans le quitter des yeux. Mrs. Jennings, très contrariée, demanda. « Et Monsieur Edward, il n'est pas venu? Miss Dashwood l'attendait avec tant d'impatience. » Fanny lança avec une désinvolture cruelle. « Oh, mon frère est bien trop occupé. Il n'a ici aucune connaissance particulière qui justifierait sa présence. » Elinor baissa les yeux, rouge de honte. « Venez, Monsieur Robert, » s'écria Mrs. Jennings. « En l'absence d'Edouard, vous danserez avec Miss Dashwood. »« Ce serait pour moi un honneur, » répondit-il sans conviction, avant de se tourner vers Lucie. « Et peut-être Miss Steele me réservera l'allemande ?» Lucie s'inclina encore, le teint cramoisi. Robert entraîna Elinor sur la piste et entreprit, entre deux pas, de la questionner. « Vous vivez dans le Devonshire ?»« Oui. »« Dans un cottage ?»« Oui. »« J'adore les cottages. Ils sont une alternative si paisible au brouhaha de la ville, ne pensez-vous pas ?» Heureusement pour Elinor, la musique changea. Elle se retourna pour accueillir un nouveau partenaire, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle se retrouva nez à nez avec Willoughby. Ils restèrent une seconde immobiles, stupéfaits l'un par l'autre, avant que la foule ne les pousse à se prendre la main. « Comment allez-vous, Miss Dashwood » demanda-t-il très gêné. « Très bien, merci, Monsieur Willoughby. » Elle chercha Marianne du regard déjà sur le qui-vive. « Et comment se porte votre famille ?»« Nous allons tous très bien, merci de vous en enquérir.
Willoughby encaissa silencieux. Puis, ses yeux se fixèrent sur Marianne. Lorsqu'elle l'aperçut, elle manqua de s'étrangler. « Willoughby !» s'exclama-t-elle d'une voix perçante. La musique s'interrompit. Sous le regard amusé de la foule, Marianne traversa la salle à grands pas, le visage rayonnant, puis s'arrêta net. Willoughby semblait si froid et distant. « Ma parole, Willoughby, vous ne me serrez donc pas la main ?» Embarrassé, il jeta un coup d'œil vers un groupe de dames sévères qui le surveillaient. Il tendit la main brièvement et demanda rapidement « Comment allez-vous, Miss Marianne ? Pourquoi n'êtes-vous pas venue me rendre visite ? N'avez-vous pas reçu mes lettres ? Étiez-vous retenue ailleurs ? » « J'ai bien reçu les informations que vous avez eu la bonté de m'envoyer. »« Je vous en conjure, Willoughby, expliquez-moi ce qui ne va pas !» Il pâlit. « Veuillez m'excuser, je dois retrouver ma compagnie. » Et ce disant, il rejoignit une femme élégante entourée de sa cour. Toutes dévisagèrent avec un rictus la pauvre Marianne. Elinor les entendit échanger quelques quolibets. « C'est-elle cru qu'on vient à une fête de campagne, Miss Grey ?»« Voyons, ne soyez pas si perfide. Ces oripeaux sont probablement ce qu'elle a de plus précieux. » Marianne chancela et Elinor la rattrapa. « Marianne, viens avec moi. »« Va à lui, Elinor, oblige-le à me parler. » Mrs. Jennings arriva très préoccupée. Elinor tenta de raisonner sa sœur. « Allons, suis-moi, ce n'est pas le lieu ni l'endroit. » Mrs. Jennings l'aida à traîner Marianne hors de la salle sous le regard effaré de Fanny et John. En se dirigeant vers la sortie, Robert leur barra le passage. « Mrs. Jennings, permettez à Lucie de rester encore un peu. Je me chargerai personnellement de la raccompagner. »« Oh, comme vous êtes aimable, Robert !» minauda Lucie. « Bien entendu, mes petits, amusez-vous donc !» répondit Mrs. Jennings avec empressement. Mais déjà, Robert et Lucie se fondaient dans la foule en ricanant. « Elle lui a vraiment écrit pendant la nuit ?» Lorsque les sœurs d'Ashwood regagnèrent leur chambre, Marianne s'assit une fois de plus pour écrire une lettre. Elinor s'approcha avec douceur. « Marianne, dis-moi, ne me pose pas de questions. Tu n'as donc aucune confiance en moi ? Ce reproche venant de toi, toi qui ne fais confiance à personne, je n'ai rien à dire. Et moi non plus. Aucune de nous n'a rien à dire. Moi parce que je cache tout, et toi parce que tu ne dis rien. » Chapitre 15. Révélation. Le lendemain, dans le grand salon, Elinor était plongée dans ses pensées lorsqu'un coup retentit. Une domestique entra et annonça le colonel Brandon. « Merci d'être venu, colonel. Comment va votre sœur ? Nous devons rentrer au plus vite. Les Palmer nous ont gentiment proposé de nous conduire jusqu'à Cleveland, après quoi Barton ne sera plus qu'à une journée de route. »« Permettez-moi de vous accompagner personnellement, » dit Brandon. « Je vous ramènerai moi-même de Cleveland à Barton. » Elinor lui serra les mains reconnaissante. « Je savais que je pourrais vous faire confiance. Marianne souffre horriblement. Et ce qui me bouleverse, c'est de la voir s'acharner à défendre M. Willoughby. » Le colonel, visiblement troublé, lutta un moment contre une vive émotion. « Peut-être pourrais-je me rendre utile, » dit-il enfin, hésitant. « Miss Dashwood, me permettriez-vous de vous confier certains faits dont le but seul serait de vous soulager ? » « Vous avez quelque chose à me dire à propos de M. Willoughby ?» demanda-t-elle intriguée. Il acquiesça et commença d'une voix lente. « Vous savez sans doute déjà par Mrs. Jennings qu'il fut un temps où j'étais lié à une jeune femme nommée Eliza. » Elinor hocha la tête, un peu honteuse. « Ce que l'on sait moins, poursuivit-il, c'est qu'il y a 20 ans, elle donna naissance à un enfant illégitime. Le père, quel qu'il fût, les abandonna. Sur son lit de mort, Eliza me supplia de veiller sur sa fille, Beth. J'ai confié l'enfant à une famille et l'ai trop gâtée. Il y a près d'1 an, elle a disparu. Le jour du pique-nique à Delaford, j'ai enfin reçu des nouvelles à son sujet. Elle portait un enfant et l'homme responsable... » Il s'interrompit. Bouleversé, Elinor souffla. « Willoughby ?» Brandon hocha la tête. Elinor s'effondra sur un siège. Lady Allen l'a chassé et l'a immédiatement déshéritée. Et il a abandonné Marianne pour la fortune de Miss Grey. Brandon se tut. « Miss Dashwood,
Je vous ai peint Monsieur Willoughby comme le pire des libertins. Et pourtant, j'ai appris de Lady Helen qu'il comptait bel et bien la demander en mariage ce jour-là. Je ne peux pas nier qu'il aimait votre sœur sincèrement, et je suis persuadé qu'il l'aurait épousée, si ce n'avait été pour l'argent, acheva Elinor à mi-voix. Dans la pénombre de sa chambre, Marianne, assise sur le lit, fixait le vide. Elinor, à genoux devant elle, serrait ses mains. « Ai-je bien fait de tout te dévoiler ? Bien sûr. Au moins, Marianne, tu peux être certaine qu'il t'a aimée. » Le cœur brisé, Marianne murmura « Mais pas assez. » Un peu plus tard, Elinor était seule, la tête entre les mains, quand Mrs. Jennings fit irruption, rouge d'excitation, traînant Lucie derrière elle. « Voilà qui saura vous réconforter. » Lucie, masque de compassion en place, annonça fièrement qu'elle venait d'être présentée à la mère d'Édouard, quand la bonne reparut, essoufflée. « Un certain monsieur Édouard Ferrars désire vous voir. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Faites-le monter, » dit Elinor d'une voix tendue. Lorsqu'Édouard pénétra dans la pièce, il ne vit d'abord qu'Elinor qui l'accueillait aussi aimablement que possible. « Monsieur Ferrars, quel plaisir. Vous connaissez bien sûr Miss Steele. » Édouard pivota, blêmi, avant de s'incliner courtoisement. « Comment allez-vous, Miss Steele ?» Lucie lui sourit en ne le quittant pas des yeux. « Je me porte comme un charme, monsieur Ferrars. Je vous remercie. » Elinor les pria de s'asseoir. Édouard resta debout, visiblement chamboulé. Marianne fit alors irruption dans la pièce et, malgré sa peine, courut vers lui avec enthousiasme. « Édouard, vous nous avez enfin retrouvés. Pourquoi vous êtes-vous fait si attendre ?»« J'étais malheureusement retenu par des engagements, Miss Marianne, » bredouilla Édouard. « Peut-être, » intervint Lucie, « que Miss Marianne croit que les jeunes gens n'honorent jamais leurs engagements, petits ou grands. » Elinor blêmit à cette remarque, mais Marianne, inconsciente de cette attaque à peine voilée, poursuivit. « Non, Édouard est l'homme le moins égoïste au monde. » Il la fixa, bouleversé par sa pâleur, et demanda si elle avait été souffrante, mais Marianne s'empressa de le rassurer. « Ne vous souciez pas de moi, Elinor va bien, n'est-ce pas là tout ce qui importe ?» Elle chercha Elinor du regard, décontenancée devant son apparente froideur. N'y tenant plus, Édouard s'excusa. « Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Je dois accomplir une commission pour Fanny. » Lucie s'interposa aussitôt. « Dans ce cas, vous pourriez m'accompagner chez votre sœur, monsieur Ferrars. » Édouard ne put refuser, et tous deux sortirent, Lucie agrippée à son bras. Marianne resta figée. « Pourquoi ne l'as-tu pas retenu ?»« Il avait sûrement ses raisons, » répondit Elinor, à bout. « C'est ta froideur qui l'a fait fuir, » lui reprocha Marianne. Pendant ce temps, chez John et Fanny, Lucie jouait la confidente avec une habileté redoutable. « Pauvre Marianne, je la plains sincèrement. Être conduite et ridiculisée de la sorte, je pense que je n'y survivrai pas. Je me dis que je ne me marierai peut-être jamais, moi non plus. »« Allons, » ronronna Fanny. « Vous ferez un bien meilleur mariage que les Dashwood, soyez sans crainte. »« Oh, il y a bien un jeune homme, riche et bien né, et si bien fait de sa personne. Mais hélas, sa famille s'opposerait à notre union, j'en suis convaincue. »« Sornette, dévoilez-moi plutôt l'identité de ce jeune homme si prometteur, » susurra Fanny, avec une lueur d'avidité dans ses yeux. « Promettez-moi de garder ce secret pour vous, chère Fanny. »« Je serai la discrétion même. » Alors, Lucie se pencha vers elle et murmura quelque chose à son oreille. Soudain, du cœur de la maison, un cri strident fendit l'air. « Un serpent dans mon sein !» Et aussitôt, Fanny se précipita sur Lucie pour la jeter dehors en criant à plein poumon. Dès qu'elle fut avertie de l'incident, Mrs. Jennings, haletante, déboula dans la chambre où Elinor et Marianne pliaient leurs affaires. « Mes chéris, quel tumulte! Édouard Ferrars est fiancé depuis 5 ans à Lucie Steele !» Abasourdie, Marianne se tourna vers Elinor. Cette dernière se contenta d'hocher simplement la tête. Mrs. Jennings poursuivit volubile. « Mrs. Ferrars a exigé une rupture immédiate sous peine de retirer Édouard de son testament définitivement. Le brave homme a refusé. Robert héritera de tout.
Édouard est désormais plus démuni que Diogène de Sinope. Mais je dois repartir, mes chéris. Je dois à tout prix rejoindre Charlotte, qui est dans tous ses états. Faites bon voyage, mes trésors. Nous ne manquerons pas de nous revoir très vite. Mrs. Jennings disparut dans un froufrou de jupon, et le silence retomba. « Depuis quand le savais-tu » demanda Marianne, la gorge serrée. « Depuis le soir où Mrs. Jennings nous a proposé de la suivre à Londres. »« Et tu ne m'as rien dit ?»« Lucie m'a fait jurer de garder le secret. »« Mais Elinor, c'est toi qu'Édouard aime. »« Marianne, aussi difficile que ce soit pour moi de l'admettre, Édouard ne m'a jamais rien promis. Au contraire, il a essayé de me parler de Mistil. Édouard lui a demandé sa main il y a longtemps, bien avant de me rencontrer. Et même s'il devait ressentir quelques regrets, je crois qu'il sera heureux dans la certitude d'avoir fait son devoir. Ainsi, Lucie épousera Édouard. Quant à toi et moi, nous rentrerons à la maison. » Marianne la regardait avec une douleur sourde. Toujours la résignation, le devoir. « Mais où est ton cœur, Elinor ?» À ces mots, Elinor se retourna, les larmes aux yeux et la gorge nouée par la détresse. « Et que sais-tu de mon cœur ? Depuis des semaines, je porte ce fardeau en silence. On m'a arraché tout espoir, et j'ai dû endurer les triomphes de Lucie encore et encore, en sachant que je perdais Édouard à jamais. Si je n'avais pas été tenu au silence, Marianne, je t'en aurais donné la preuve suffisante d'un cœur brisé, même pour toi. » Les yeux embués de larmes, Marianne murmura. « Oh, Elinor !» Et les deux sœurs s'étreignirent longuement. Chapitre 16. Une aide inespérée. Avant de partir, Elinor reçut une nouvelle visite du colonel Brandon. « J'ai entendu dire que votre ami, M. Ferrars, a été rejeté par sa famille pour avoir persisté dans ses fiançailles avec Miss Steele. Est-ce bien vrai ?» demanda-t-il d'une voix grave. Elinor hocha de la tête. « C'est exact. » « Je ne le connais pas personnellement, » reprit Brandon, « mais je connais trop bien la cruauté, cette cruauté impitoyable de séparer deux êtres unis depuis longtemps. Mrs. Ferrars ne mesure pas ce qu'elle risque d'engendrer. » Il se tut, assombri. Avant de reprendre, « J'ai une proposition à lui faire, une solution qui lui permettrait d'épouser Miss Steele immédiatement, puisqu'il vous est si proche, parlez-lui-en. » Elinor resta sans voix. « Colonel, il sera honoré de l'entendre de votre propre bouche. »« Je le ferai volontiers, mais son comportement me prouve qu'il est fier, dans le bon sens du terme. Je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire. » Lorsque le colonel se fut retiré, Elinor fit envoyer une missive à Édouard et l'attendit en faisant les 100 pas dans le petit salon. Quand la servante l'annonça, elle crut que son cœur allait cesser de battre. Édouard entra, visiblement tendu, et la fixa sans mot dire. Elinor indiqua une chaise et le pria de prendre place. « Merci d'être venu si promptement. » Édouard déglutit avec difficulté. « J'ai été profondément touché par votre message. Dieu seul sait ce que vous devez penser de moi. Monsieur Ferrars, je vous ai prié de venir car j'ai une bonne nouvelle. Vous connaissez le colonel Brandon ? J'ai entendu son nom, oui. Connaissant votre désir de rejoindre les ordres, il m'a chargé de vous annoncer qu'il vous propose la cure de Delaford qui vient de se libérer. Il espère ainsi vous permettre, vous et Miss Steele, de vous marier. » Édouard la fixa, médusé. « Le colonel Brandon m'offre une paroisse ? C'est sa manière de vous soutenir dans la situation où vous vous trouvez. » Édouard baissa la tête comme accablé par un lourd fardeau. « L'indifférence de ma famille m'a rendu aveugle à toute autre forme d'amitié. » Puis il releva les yeux vers la jeune fille. « Mais je ne peux ignorer que c'est à vous, à votre bonté, que je le dois. Si j'étais capable de l'exprimer... » Elle l'interrompit calmement. « Vous vous trompez. Vous ne devez ce geste qu'à vous-même. Je n'y suis pour rien. » Édouard ne la crut pas. Son visage se contracta légèrement. Le colonel Brandon doit être un homme d'une grande valeur. « Il est le plus aimable et le plus digne des hommes, » approuva Elinor. Ces paroles semblèrent achever Édouard, qui se leva. « Puis-je vous demander pourquoi il ne m'en a pas parlé lui-même ? Il a pensé qu'il valait mieux que cela vienne d'une amie. » Édouard la fixa, les yeux chargés d'une émotion
qu'il ne savait plus contenir. « Votre amitié a été la plus précieuse de toute ma vie. Vous l'aurez toujours, » l'assura-t-elle doucement. Il inspira comme pour dire autre chose, puis renonça. « Pardonnez-moi. Vous tenez vos engagements, monsieur Ferrars. Cette attitude fait état de votre noblesse de cœur, et je vous souhaite à toutes beaucoup de bonheur. » Ils s'inclinèrent presque mécaniquement l'un devant l'autre. Puis, Édouard prit congé. Elinor demeura seule, le cœur lourd, figé au milieu de la pièce. Chapitre 17. Le retour. Devant la maison, le carrosse des Palmer attendait. Le colonel Brandon aida Marianne à y monter avant de se hisser sur son cheval. Mrs. Jennings leur fit un signe depuis les marches, le nez rougi par l'émotion. À l'intérieur du carrosse, Marianne, les yeux clos, semblait absente. M. Palmer, comme à son habitude, était dissimulé derrière son journal. Charlotte volubile ne tenait plus en place. « Quelle chance pour Lucie et Edward d'avoir trouvé une paroisse si proche de Barton. Vous pourrez les voir souvent, chère Miss Marianne. Ouh, je dois dire que je n'ai jamais autant détesté un homme que M. Willoughby. Quel odieux personnage. Et dire que nous voyons sa maison depuis notre colline. » Les yeux de Marianne s'ouvrirent lentement. « Je demanderai à Jackson de planter une immense haie, » conclut Charlotte. « Vous ne ferez rien de tel, » grogna M. Palmer, sans baisser son journal. « J'ai entendu dire que la robe de mariée de Miss Grey venait de Paris. Je voudrais bien la voir. Assurément, elle doit être affreuse, avec plein de volants. Les Français ne connaissent rien à la mode. » Le carrosse roulait à vive allure, Brandon chevauchant à ses côtés. Charlotte poursuivait son bavardage depuis l'intérieur. Enfin, la voiture s'arrêta devant la demeure des Palmer, vaste et cossue, entourée d'un grand domaine. Brandon descendit pour aider Elinor et Marianne. Charlotte continuait à bavarder. « Je fais le serment de ne plus jamais prononcer le nom de M. Willoughby. Et je le dirai à tout le monde, ce n'est qu'un bon à rien. » Tandis qu'Elinor et Marianne se tenaient sur le perron, les domestiques s'affairèrent autour d'elle, déchargeant les malles. « Je crois qu'elle n'a pas repris son souffle depuis notre départ de Londres, » murmura Elinor. « C'est ma faute. J'aurais dû trouver un autre moyen de rentrer. » « Il n'y avait pas d'autre solution. Tu le dis toi-même, » la rassura Marianne. « Oh, ma chérie, nous serons bientôt de retour à la maison. Maman saura te réconforter. » « Je suis engourdie d'être restée assise si longtemps. Peux-tu dire à Charlotte que je vais marcher un peu ?» Elinor leva les yeux vers le ciel, soucieuse. « Je crois qu'il va pleuvoir. »« Non, non, il ne pleuvra pas. » Un sourire discret apparut sur les lèvres d'Elinor, témoin de ce petit retour de la Marianne d'autrefois. « Tu dis toujours cela, et il pleut toujours, » lui rappela-t-elle. « Je resterai dans le jardin, Elinor, près de la maison. » Marianne s'éloigna, et Elinor la suivit du regard, une inquiétude muette au fond des yeux. Chapitre 18. Marianne souffrante. Dans le salon de Cleveland, Elinor se retenait de rire en observant M. Palmer tenir à bout de bras son fils qui pleurait à plein poumon, le visage cramoisi. À ses côtés, Brandon grimaçait et Charlotte chantait avec enthousiasme les louanges du petit garçon. Marianne, elle, avait quitté la maison. Dans le jardin, elle marcha droit vers le mur de pierre, franchit la porte et s'engagea sur la colline, alors que le tonnerre grondait déjà au loin. Dans le salon, l'enfant redoublait de cris. Charlotte tentait en vain de le calmer. Elinor, attirée par un éclair, s'approcha de la fenêtre et fronça les sourcils. Marianne avait disparu derrière les nuages amassés au sommet. « Je ne la vois plus, » fit-elle soucieuse. « Ne vous inquiétez pas, Miss Dashwood. Je retrouverai votre sœur, » lui promit le colonel Brandon. Et aussitôt, il partit à sa recherche. La pluie commença à tomber. Sur la colline, Marianne avançait, trempée, le vent fouettant sa jupe. Arrivée au sommet, elle fixa Combe Magna, immobile dans la tourmente. Les mots lui échappèrent, presque en un souffle. « Willoughby, oh Willoughby !» Puis elle s'effondra dans l'herbe, inerte. Brandon, qui l'avait cherchée de tous côtés, l'aperçut et se rua sur elle. Avec une infinie douceur, il la prit dans ses bras et la ramena à la demeure. En les voyant, Elinor sentit son sang se glacer, mais Brandon, ruisselant, la rassura. « Elle n'est pas blessée, » dit-il, « mais il faut la réchauffer. » Dans sa chambre, Marianne succomba à une violente fièvre. Un médecin fut appelé à son chevet. « Elle est au plus mal, » confia-t-il à Elinor.
Si elle survit à cette nuit, elle sera hors de danger. Mais en attendant, je me préparerai au pire. » Le visage d'Elinor blêmit. Dans son lit, Marianne délirait. Sa sœur aînée veilla sur elle sans relâche, épongeant son front et adressant d'innombrables prières au ciel. Dans le couloir, Brandon faisait les 100 pas, impuissant. « Je vous en conjure, Miss Dashwood, confiez-moi une tâche ou je perdrai la raison. »« Oh, colonel, murmura Elinor désemparée, auriez-vous l'obligeance d'aller chercher notre mère ?» Brandon prit ses mains dans les siennes sans trouver les mots qu'il voulait exprimer, puis partit sans attendre. Restée seule, Elinor se tourna à nouveau vers sa sœur. « Marianne, sanglota-t-elle à bout de force, je ne peux pas vivre sans toi. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. » À l'aube, une lumière pâle entra par la fenêtre. Marianne était immobile. Enfin, elle se tourna vers sa sœur et l'appela faiblement. « Elinor !» Le médecin sourit soulagé. Au même instant, une voiture crissa sur le gravier. Brandon revenait avec Mrs. Dashwood. Folle de joie, Elinor dévala l'escalier. « Elle est hors de danger, maman !» Mrs. Dashwood se précipita dans la chambre de sa fille et l'enlaça tendrement. La pauvre Marianne sourit faiblement et se blottit contre sa mère. Apercevant Brandon sur le seuil, elle murmura « Merci, colonel Brandon. » Trop ému pour lui répondre, le brave homme baissa les yeux et se retira. Chapitre 19. Retour à Barton Cottage. De retour à Barton Cottage, les Dashwood constatèrent avec ravissement que le printemps naissant faisait éclore les premiers bourgeons. Marianne reposait sur le canapé près de la fenêtre. Sa pâleur rappelait encore sa maladie, mais son maintien avait gagné en vitalité. Le colonel Brandon, assis à ses côtés, lisait d'une voix calme un poème choisi. Au fond de la pièce, Elinor et sa mère causaient en silence. Songeuse, Mrs. Dashwood murmura « Il n'est peut-être pas aussi séduisant que Willoughby, mais il a le cœur bon. Je me suis toujours méfié de ce Willoughby. Son regard m'a toujours semblé habité d'une lueur sournoise. » Elinor eut un petit sourire, mais ne répondit rien. Brandon acheva sa lecture et referma le livre. Marianne lui sourit. « Continuerons-nous demain ?»« Hélas, non, Miss Marianne, car je dois m'absenter. »« Pas longtemps, j'espère. » Brandon hésita une seconde, touché par cet élan d'affection. « Je serai de retour dès que possible. » Plus tard, Elinor et Marianne marchaient lentement dans les collines. Soudain, Marianne s'arrêta net. « C'est ici que je suis tombée et que j'ai vu Willoughby pour la première fois. Il te regrettera toujours, » l'assura Elinor doucement. « Mais aurait-il été heureux s'il m'avait choisi ? Ma foi, j'imagine qu'il l'aurait été pendant quelque temps, mais j'imagine que la sobriété de sa vie l'aurait rapidement dérangé. » Marianne soupira. « Ma maladie m'a ouvert les yeux. J'ai été imprudente, insensible même, surtout envers toi. » Elle serra sa sœur dans ses bras. « C'est décidé. Dorénavant, je passerai le plus clair de mon temps à lire et à étudier. Peut-être même me découvrirai-je une passion pour la broderie, qui sait. En tout cas, mon cœur a bien trop enduré pour que je ne m'ouvre à nouveau à l'amour. Oui, c'est décidé. Je finirai mes jours toute seule. » Elinor éclata de rire. « Si je doute de tes progrès en broderie, sache que tu ne finiras jamais tes jours seule, car je serai toujours là près de toi. » Au cottage, la vie reprit son cours. Un matin, Betsy s'affairait dans la cuisine pour préparer le déjeuner. Pendant ce temps, Marianne, l'air concentré, travaillait avec application au compte, assise à table avec sa mère et Elinor. Soudain, Thomas entra dans la cuisine avec du petit bois. Il les salua et s'agenouilla devant la cheminée. « Je suis allé au marché d'Exeter pour me procurer du filet de bœuf comme vous me l'aviez demandé, Mrs. Dashwood, » claironna-t-il. Elinor et Marianne lancèrent à leur mère un regard qui oscillait entre la consternation et l'amusement. D'un ton penaud, elle murmura « La viande y est moins chère et Marianne a besoin de reprendre des forces. » Puis, se tournant vers le jeune homme, elle répondit « Je vous remercie, Thomas. Quelles nouvelles nous rapportez-vous de la ville ?»« Le grand boulevard est désormais en travaux. Oh, et M. Ferrars s'est marié, madame. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. » Un silence tomba.
Mrs. Dashwood et Marianne se tournèrent vers Elinor sans savoir que dire ou que faire. « Oh oui, souffla Betsy, qui n'avait rien remarqué de leur émoi. Je les ai vus l'autre jour partir en carrosse pour leur voyage de noces. Comme ils semblaient heureux tous les deux. » Elinor tenta de parler, mais sa voix s'éteignit, et elle se retira prestement. Heureusement, la livraison inattendue d'un petit piano vint changer l'atmosphère mélancolique de l'après-midi. Ravie, Mrs. Dashwood lut la lettre qui l'accompagnait. « J'ai trouvé un instrument assez modeste pour votre salon, votre dévoué ami Christopher Brandon. » Margaret était aux anges. « Quel beau cadeau, Marianne! À présent, tu pourras jouer pour nous !» Marianne sourit en caressant délicatement les touches d'ivoire. « Ce n'est pas seulement un cadeau pour moi, c'est pour nous toutes. » Sa famille la pria de leur jouer un morceau et Marianne s'exécuta bien volontiers. Elinor s'assit avec une robe à raccommoder, tandis que Mrs. Dashwood commençait à somnoler dans le fauteuil. Dans le jardin, Margaret chantait dans son arbre. Soudain, elle s'exclama « Quelqu'un arrive !» En effet, un cavalier approchait. Réveillée de sa torpeur, Mrs. Dashwood s'exclama « Ce doit être le colonel Brandon. Oh, Marianne, tu veilleras bien à le remercier de ce beau présent. »« Ce n'est pas lui, » l'interrompit Elinor d'une voix blanche. Margaret se précipita vers la clôture. « Édouard !» Mrs. Dashwood et ses filles échangèrent un regard de panique. « Oh, gardons notre calme, » balbutia Mrs. Dashwood. « Nous devons veiller à ce qu'il ne se doute de rien. » Chapitre 20. La visite d'Édouard. Un silence pesant régnait sur le salon lorsque Betsy annonça « Monsieur Ferrars, madame !» Édouard entra, visiblement troublé. Mrs. Dashwood se leva aussitôt pour l'accueillir avec chaleur. « Cher Édouard, comme nous sommes heureuses d'enfin pouvoir vous recevoir dans notre humble demeure, où vous êtes bien fait attendre. » Édouard s'inclina respectueusement, et les filles de Mrs. Dashwood lui rendirent son salut avec courtoisie. La conversation s'engagea péniblement, oscillant entre le temps et l'état des routes. Rassemblant son courage, Mrs. Dashwood déclara « Nous tenons à vous souhaiter toute la félicité imaginable. J'espère que Mrs. Ferrars se porte bien. » Édouard sembla surpris. Hésitant, il répondit « Ma mère se porte comme un charme. » Troublée, Mrs. Dashwood rétorqua « Je voulais parler de votre épouse, Mrs. Ferrars. » Le cœur d'Elinor se serra et elle se mordit la lèvre. De plus en plus confus, Édouard balbutia. « Oh, mais dans ce cas, vous n'avez pas entendu la nouvelle. En réalité, j'ai reçu une lettre de Miss Lucy Steele m'annonçant le transfert de son affection à mon frère Robert Ferrars. Étant donné les circonstances, il m'a semblé juste de libérer Miss Steele de notre engagement. Leurs noces ont été célébrées le mois dernier, et Miss Steele est désormais Mrs. Robert Ferrars. » Elinor se leva brusquement. « Mais alors vous n'êtes pas mariée ?» Édouard tourna vers elle ses grands yeux sombres et répondit avec gravité « Non. » En entendant cela, Elinor s'effondra sur sa chaise et éclata en sanglots. Mrs. Dashwood entraîna Marianne et Margaret hors de la pièce en leur interdisant d'un simple regard de prononcer le moindre mot. Resté seul, Édouard s'approcha de la jeune femme. « Elinor, je n'ai jamais su m'exprimer. J'étais très jeune lorsque je me suis attaché à Lucie. Sans véritable occupation, j'ai laissé naître un sentiment que je croyais devoir honorer sans en mesurer les conséquences. À Norland, je n'ai pas agi avec toute la droiture que vous méritiez. Toutefois, je n'ai pas pu étouffer les sentiments profonds et immuables qui ont bouleversé mon cœur. Aujourd'hui, je ne veux plus les taire. Oh, de grâce, ne pensez pas que j'ai l'audace d'espérer une quelconque réciprocité de mes sentiments. Je viens seulement, libre désormais de toute entrave, vous confier ce que je n'aurais jamais dû taire. Mon cœur est à vous. Il l'a toujours été, et il le restera à tout jamais. » Elinor tourna vers lui un visage baigné de larmes, des larmes de joie cette fois. Dehors, Margaret, perchée dans son arbre, tentait de suivre la scène. « Margaret, veux-tu descendre de là tout de suite ?» lui ordonna Mrs. Dashwood. « Il est à genoux !» souffla Margaret. Bouleversée, Mrs. Dashwood et Marianne échangèrent un regard
et s'étreignirent le cœur battant. La semaine suivante, le village tout entier s'était rassemblé devant l'église. Sous une pluie de pétales de fleurs, Elinor, incapable de croire à son bonheur, sortit de la chapelle au bras de son mari. Marianne la suivit de près en souriant au colonel Brandon. Dans le cortège qui les suivait au village, Mrs. Jennings était aux anges. « Ma parole, chère Mrs. Dashwood, déclara-t-elle triomphante. On ne peut pas dire que le chemin était sans embûches, mais je pense que nous pouvons être fiers de nos petites manigances. Elinor et Edward forment une paire parfaite. Quant à Marianne, je pense que nous entendrons bientôt les cloches sonner de nouveau. Qu'en pensez-vous? » « Oh oui, Mrs. Jennings, je le souhaite de tout cœur. » Et elle disait vrai. Habituée à soumettre ses élans à la discipline de la raison, Elinor avait laissé ses sentiments pour Édouard adoucir une nature parfois trop sévère envers elle-même. En lui, elle trouva un mari aussi dévoué qu'attentionné et un pasteur exemplaire pour sa paroisse, si bien qu'elle put jouir d'une félicité paisible jusqu'à la fin de ses jours. Marianne, elle, au lieu de succomber à une passion irrésistible, comme elle s'était un jour bercée de l'espoir romantique de le faire, nourrit un attachement profond et sincère pour le colonel Brandon. Peu de temps après le mariage de sa sœur aînée, elle entra dans de nouvelles responsabilités et s'établit à Delaford comme épouse, maîtresse de maison et protectrice de tout un village. Mrs. Dashwood, quant à elle, resta à Barton Cottage, tandis que Margaret grandissait à ses côtés. Les mariages de ses filles ne changèrent en rien leurs habitudes, car elles continuèrent à se voir régulièrement et toujours avec la même tendresse. Et lorsque Margaret fut en âge de songer elle aussi au mariage, Mrs. Jennings ne manqua pas de proclamer, avec toute l'assurance qui la caractérisait, que le secret d'une union durable résidait dans un savant équilibre entre raison et sentiment. Ainsi s'achève l'histoire de Raison et Sentiment, adaptée pour l'heure du conteur d'après le roman de Jane Austen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt.